En tous les cas, c'est drôlement bien que pour un topo sur l'origine de la domination masculine, on a quand même une participante qui soit arrivée juste avant que ça commence. C'était pas gagné, mais bon, ben moi, je vais donc vous présenter. Alors, évidemment, le bouquin, mais enfin, l'idée, c'est moins de présenter le bouquin que de présenter le thème, à savoir la manière dont, à mon avis, on peut comprendre un lien, puisque je m'adresse à un séminaire d'économistes, donc voilà, le lien entre la manière dont les sociétés ont été organisées sur le plan économique et cette grande question de la domination masculine, qui est une question qui traverse toutes les sociétés humaines et qui, évidemment, a une actualité sur laquelle je n'ai pas besoin d'insister. Alors, je vais commencer par un déminage, parce que c'est un sujet hyper touchy, hyper sensible, et que très régulièrement, les discussions sur est-ce qu'il y avait une domination masculine dans les sociétés du passé, oui, non, comment, pourquoi, sont totalement polluées. Alors, volontairement ou involontairement, ça, bon, mais sont totalement polluées par des idées sur, du coup, qu'est-ce que ça implique pour aujourd'hui. Et avant de commencer à discuter, disons, froidement de comment c'était avant, il faut absolument comprendre que ces implications sur aujourd'hui sont en réalité beaucoup plus complexes que ce que comment dire, l'intuition suggère, et donc que l'intuition est très mauvaise conseillère. Alors en particulier, il y a deux associations d'idées symétriques et tout aussi fausses l'une que l'autre, pour les mêmes raisons fondamentales. La première, c'est que si on prouvait que la domination masculine avait des fondements naturels, bah, ça voudrait dire que, tant pis, l'humanité est condamnée à la vivre pour l'éternité et que ça serait donc en soi, par soi-même réactionnaire ou conservateur, enfin, je ne sais pas comment il faudrait le dire, ou désespéré, ou enfin, on peut faire une liste d'adjectifs, d'épithètes abominables comme ça, pour l'avenir. Alors c'est évidemment, enfin je dis évidemment, ça n'est pas du tout vrai. Il y a tout un tas de choses qui peuvent être naturelles chez l'être humain, mais l'être humain est justement une espèce culturelle, et la culture, c'est justement ce qui fait que la nature ne s'exprime pas comme ça. L'exemple que je prends un peu traditionnellement, c'est de dire que dans toutes les sociétés du passé, et ça c'est avéré, quand vous n'avez pas d'État, bah, vous vous faites justice vous-même, hein, enfin vous, vos frangins, vos parents, etc. Autrement dit, si on vous a buté quelqu'un, bah, vous allez buter quelqu'un, et c'est comme ça que ça marche dans des milliers de sociétés. Les gens trouvent ça tout normal, tout, etc., etc. Bah, un jour, il y a un truc qui arrive et qui s'appelle l'État, et qui fait que non seulement les gens ne peuvent plus le faire, mais quand ils sont éduqués d'une certaine façon, enfin, je ne sais pas autour de cette table combien se sentiraient eux-mêmes d'aller prendre une lance, un revolver ou un truc comme ça pour aller trucider quelqu'un, même avec des bonnes raisons. Mais enfin, moi, ça me poserait quelques problèmes. Voilà. Donc, ce n'est pas parce que la domination masculine viendrait de loin, voire de très loin, voire de nos ancêtres primates, que ça veut dire que la culture, l'organisation sociale ne pourrait pas abolir ce truc-là. Et réciproquement, alors ça c'est un truc qu'on voit beaucoup, 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 et depuis un siècle et demi, il faudrait absolument démontrer que dans le passé, et si possible, le plus tard possible, les femmes avaient une position, alors là aussi, rayer les mentions inutiles, respectée, puissante, dominante, égalitaire, enfin tout ce que vous voulez, parce que plus la domination masculine serait arrivée tard, plus ça prouverait, alors on vous le dit rarement comme ça, mais enfin c'est suggéré, plus ça prouverait qu'on peut s'en débarrasser facilement. Pas du tout vrai. Il y a des tas de trucs qui sont arrivés tard dans l'évolution sociale et dont on ne va pas se débarrasser facilement. Enfin, je sais pas, prenez l'organisation en ville, par exemple. Essayez de vous dire qu'est-ce que ça voudrait dire supprimer les villes dans l'humanité aujourd'hui. Pourtant, les villes, c'est assez récent, mais quand même, c'est un truc qu'on va avoir du mal à revenir en arrière. Donc, c'est pas, comment dire, dans ces raisonnements-là, c'est en fait plus des associations d'idées. Ce qui compte, c'est de comprendre quelles sont les causes, quels sont les fondements des phénomènes. Un phénomène peut être très ancien. Si ce qu'il faisait vivre est en train de disparaître, bah, il y a des chances que le phénomène disparaisse. Et inversement, un phénomène peut être relativement récent. Alors,
récent à l'échelle de la préhistoire, c'est quelques millénaires, hein, mais peut être relativement récent. Si les causes qui l'ont fait apparaître sont non seulement encore là, mais que même elles ont cru et embelli, ça veut dire qu'on n'est pas prêt d'en voir la fin. Vous voyez, c'est... Alors, maintenant que donc je viens de montrer qu'il n'y a pas d'équivalence entre ces propositions, on va pouvoir essayer de parler un peu, et en particulier, mon point de départ, ça va être beaucoup la théorie du matriarcat primitif. Alors, le matriarcat étant un mot forgé sur le contraire de patriarcat, donc au sens strict, ça veut dire le pouvoir des mères. On parlait autrefois de gynécocratie, autre racine, alors là, racine grecque, vous voyez, sur le bouquin de Barophone que j'ai mis là. En gros, vous avez une série de théories scientifiques. Alors, je dis en passant, le matriarcat primitif n'est pas qu'une théorie scientifique, c'est aussi le mythe fondateur de tout un tas de sociétés. J'en dirai peut-être un mot tout à l'heure. Mais enfin, en tant que théorie scientifique, ça a, on va dire, un siècle et demi. C'est 1860. Et où donc un certain nombre de... Alors au départ, c'est cet auteur-là, Barophone, qui a été suivi par un certain nombre d'autres, qui ont entrepris de démontrer sur diverses preuves que les femmes avaient jadis occupé une position, alors là encore une fois, les adjectifs varient, mais enfin, prééminente, éminente, dominante, tout ce que vous voulez, dans les sociétés humaines, et que donc la domination masculine serait un phénomène relativement récent. Alors, au nom de Barophone est en fait associé de manière indirecte le nom de Engels. Il y a un chaînon manquant dans ce truc-là, c'est un anthropologue qui s'appelait Lewis Morgan, qui a été un peu le premier ou un des tout premiers à proposer une vision, disons, globale, aussi bien archéologique, ethnologique, etc., de l'évolution des sociétés dans la préhistoire. Et Engels, à la suite de Marx, en fait, reprend les idées de Morgan, et y compris donc reprend, même si en réalité dans le bouquin d'Engels, le mot n'est pas prononcé, mais enfin reprend cette idée d'un matriarcat primitif. Alors ça fait florès, ça marche encore très bien. Je dis tout de suite, le matriarcat en tant que théorie scientifique a été réfuté, re-réfuté, re-réfuté des centaines de fois depuis un siècle. Et ben n'empêche, ça continue de faire vendre. Ça continue de plaire. Et vous voyez, par exemple, un bouquin là, qui a à peine quelques années, où il y a des auteurs qui continuent de dire que Messi, ça a existé, et la meilleure preuve, c'est qu'on en voit en ethnologie, etc., etc., et que c'est censé donc prouver que les femmes, comment dire, c'est pas tellement de légitimer le combat féministe, parce que je pense pas qu'il ait besoin de ça pour être légitimé, mais de dire que du coup, ça le rend... qu'il va vaincre d'autant plus facilement qu'on a pu faire ça. Alors, quels sont, si on veut raisonner, j'allais dire répéter froidement, mais en tous les cas scientifiquement, sur les rapports entre les sexes dans le passé, on a 3 catégories d'indices. Je vous dis tout de suite, on a plus de questions que de réponses sur les rapports des sexes dans le passé. Les premiers indices, ça serait les indices éthologiques, c'est-à-dire aller voir chez les espèces qui nous sont proches, parce que quand même, on a beau être un animal culturel, on est quand même un animal, et donc d'aller voir chez les espèces qui nous sont proches, est-ce qu'on a un héritage biologique de tout ça, voilà. Est-ce qu'on peut penser que l'humanité, en tous les cas très ancienne, elle était plutôt conformée comme ci ou conformée comme ça, du point de vue des rapports entre les sexes. Deuxième type d'indices, les indices archéologiques. On retrouve des traces matérielles du passé. Et que nous disent ces traces matérielles du passé de la condition des uns et des unes et des autres. Et puis, troisième indice, les indices ethnologiques, qui sont des indices, eux, du présent. Alors, ce qu'on appelle le présent ethnologique. Le présent ethnologique, c'est le présent au moment où un observateur, généralement d'une société qui écrit, fait un témoignage sur une société qui n'écrit pas en disant voilà, ça se passe comme ci, comme ça. Alors évidemment, ces 3 indices sont utiles, et ces 3 indices ont des limites évidentes pour le sujet qui nous intéresse. Donc je peux insister là-dessus. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur les singes? Alors, qui sont donc l'ensemble des primates et en particulier des singes. Alors, je vous dis tout de suite, moi, je ne suis pas primatologue. Des 3 indices, c'est sans doute celui que je maîtrise le moins. En tous les cas, j'essaye de lire ce que les gens qui le maîtrisent disent. Et ils disent que les primates sont une famille animale où on a une énorme diversité des rapports entre les sexes d'une espèce à l'autre, et y compris d'une espèce proche à l'autre.
ce qui rend très difficile les raisonnements généraux sur tiens, les primates font comme ça, alors ça, c'est même pas la peine d'y penser, et même telle branche des singes fait comme ça, etc. Parce que même dans telle branche des singes, on va retrouver, encore une fois, c'est des espèces sociales, et le propre des espèces sociales, c'est justement d'inventer, si j'ose dire, pas une invention consciente, évidemment, ils ne se réunissent pas un jour pour dire comment on va faire. Voilà, déjà, les humains font en fait très peu ça, ils ont l'impression de le faire, mais en fait, ils le font beaucoup moins que ce qu'ils croient. Mais alors, les singes ne le font pas du tout. Mais de fait, on constate une grande diversité et de rapports vis-à-vis des femelles. Alors, il y a des sociétés de primates où les femelles sont très contraintes. Je ne sais pas si on peut dire opprimées, mais en tous les cas très contraintes, y compris sur le plan sexuel, avec des viols, des interdits, des coups, tout ce qu'on veut. D'autres ou pas du tout. Enfin voilà, des trucs avec des espèces quasiment monogames, des espèces avec des groupes qui vivent ensemble. Enfin voilà, il y a des tas de choses différentes. Et pour ne parler que des deux espèces qui nous intéressent, qui nous touchent dans tous les cas le plus de près. Donc nous, vous savez, on ne descend pas du singe, mais enfin en tous les cas, on ne descend pas des singes actuels, mais on en est des cousins, et nos deux plus proches cousins sont donc le chimpanzé robuste à gauche et le chimpanzé gracile dit bonobo à droite. Et donc on dit, tiens, regardons nos cousins, ça nous donnera peut-être une petite idée pour nous. Alors, du point de vue des rapports entre les sexes, si je le dis d'une manière un peu abrupte, enfin en gros, les bonobos sont assez égalitaires et cool. Les robustes sont assez machos, les humains pouvant être éventuellement encore plus machos que les robustes. Le problème, c'est qu'est-ce qu'on peut en conclure? Et le problème étant qu'on peut à peu près rien en conclure, parce que comment était notre dernier ancêtre commun, le DAC en jargon de biologiste? Est-ce que vous comprenez, on vient d'un dernier ancêtre commun macho et que le bonobo s'est finalement éloigné de cet héritage, ou est-ce qu'on vient d'un dernier ancêtre commun moyennement macho et que nous, on a plutôt tiré du côté macho, le bonobo du côté cool? Est-ce qu'on vient d'un dernier ancêtre commun très macho et que les chimpanzés, eux, ont atténué ce machisme, etc.? On n'a évidemment aucun moyen de le savoir. Et encore une fois, le fait que ce soit le bazar, c'est-à-dire que dans les espèces de singes diverses et variées, il y a une grande diversité d'organisations sociales, de rapports entre les sexes, etc., ne nous aide pas à tirer une conclusion quelconque dans ce sens-là. Donc, grande diversité des configurations, et le dernier ancêtre connu du point de vue de notre problème est plutôt un dernier ancêtre inconnu. Et donc, voilà, ça ne nous apprend pas grand-chose, cette catégorie d'indices. Alors, deuxième catégorie d'indices, mais tout le monde se fade la... Comment on fout? Oui, mais je fais comment? Passe la souris dessus. Là, là ah, arrêtez. Ah, ça, oui, ça, je peux gagner un petit peu, mais c'était la barre qui me... Bon, on va la bouger. Ah, voilà. Allez, tiens, bien là. Voilà, donc, non, mais j'avais mis un titre, alors c'est quand même dommage qu'il ne soit pas là. Alors, l'archéologie nous envoie des traces de différentes catégories. Alors, pour aller très vite, une des catégories qui a beaucoup fait couler de l'encre du point de vue des rapports entre les sexes, c'est qu'on a donc un certain nombre de représentations. Alors, quand c'est les animaux de Lascaux, ça ne nous dit pas grand-chose, mais ce qui, évidemment, a été longuement interprété, c'est le fait qu'au néolithique, donc les sociétés de cultivateurs, on va dire, des derniers millénaires, alors je parle pour l'Europe, et alors, au moins autant au paléolithique, donc l'âge de la pierre taillée, et alors paléolithique supérieur, donc en gros depuis moins 40, moins 45 000, l'arrivée d'Homo sapiens en Europe. Ces gens ne peignent pas de femmes, ils ne peignent pas d'êtres humains d'ailleurs, donc vous allez à Lascaux, vous allez à Cosquer, etc., vous ne voyez pas d'êtres humains représentés, ou quasiment pas. Par contre, ils sculptent, et donc on a un certain nombre de ces statuettes qu'on appelle des Vénus. Voilà. Alors, il a été beaucoup dit que c'était une glorification des femmes, une glorification de la féminité, voire le culte d'une déesse mère, etc., etc.
Alors, je vais insister sur le fait que interpréter des indices archéologiques comme ça, sans avoir le décodeur et sans savoir ce que les gens voulaient faire au travers de ça, c'est extrêmement compliqué. La blague classique étant de dire, imaginez qu'en France, où voilà, un cataclysme, bon, c'est pas que je souhaite que la guerre entre l'Ukraine et la Russie finisse mal, mais enfin, bon, voilà, ça ne dure pas toujours très, très bien en ce moment. Imaginez que tout ça finisse très, très mal et que, en ces cas, dans 3000 ans, des archéologues extraterrestres arrivent, fouillent, etc. Eh ben, ils vont trouver, par exemple, un certain nombre de représentations et voir, ils vont même dire, oh là là, mais regardez, chaque fois qu'il y avait des villes, il y avait un bâtiment relativement central, plus cossu que les autres. Voilà, donc ça devait être peut-être un lieu de culte, peut-être un lieu de pouvoir, peut-être un truc où les anciens se réunissaient pour discuter, enfin on ne sait pas trop. Mais en tous les cas, ils avaient une forme de glorification de la féminité, hein, parce que partout, notamment dans ce petit bout de la péninsule européenne, là, alors là, partout, dans tous les lieux de pouvoir, dans tout ce machin-là, ou ce lieu de culte, on retrouve des statuettes féminines, puis toujours la même, donc ça devait être une déesse qu'ils adoraient, etc., etc. Donc évidemment, quand on fait cette petite expérience de pensée, on voit tout de suite à quel point on se gourre en projetant ça, et donc à quel point il faut se méfier de ce qu'on retrouve, de ces statuettes féminines. On peut, je crois, tout aussi bien dire que le fait de représenter des femmes et des femmes notamment nues, c'est une vision justement qui traduit la domination masculine, que de dire l'inverse en disant que c'est le signe d'un culte des femmes. Alors les sépultures, je dis tout de suite, ben, on ne va pas en dire grand-chose parce que pour le paléolithique, en tous les cas, il y en a extrêmement peu. Donc on doit avoir quelques dizaines de pour une période qui dure 40 000 ans et pour aller de Brest à Vladivostok, ou peut-être pas Vladivostok, mais en tous les cas jusqu'à l'Oural. Donc, ça veut dire que les gens qui sont enterrés, c'est une proportion extrêmement faible de la population qui vivait à cette époque-là. Et ceux qui sont enterrés, bah oui, de temps en temps, on trouve des gens enterrés avec un peu de barda. Alors, le plus grand barda, c'est celui qu'on voit à gauche, là, Russie il y a 30 000 ans, où il y avait notamment deux jeunes, un garçon, une fille, tête-tête, et avec des perles d'ivoire, des machins, etc. Qu'est-ce que ça veut dire de l'éventuelle présence d'inégalité de richesse dans cette société? On ne sait pas trop. Que ça veut dire de la position des femmes dans cette société, on ne sait pas du tout. Voilà, ça ne dit rien, et c'est pas parce qu'on a par-ci par-là une femme qui a été entourée avec une coiffe avec des coquillages que ça nous dit que c'était la reine Victoria, ou etc. Ça parce que un certain nombre de documentaires ou de bouquins ont tendance à s'emballer joyeusement. Enfin, on pourrait dire que l'archéologie nous renseigne du point de vue de ce qu'il y a des squelettes, enfin, de l'analyse des squelettes, ce que les gens mangeaient, leurs activités, etc. Ben là aussi, autant on a des choses sur le néolithique, autant dès qu'on va au-delà de, disons, 10 000 ans, ce qu'on a, c'est une étude qui a fait un peu date, en tous les cas qui est un petit peu connue dans le milieu, qui est une étude assez récente et qui prouve que sur les coudes droits des hommes, et donc uniquement des hommes du Paléolithique, en tous les cas sur le tout petit échantillon qu'on a pu trouver, on trouve la même déformation que celle qu'on a aujourd'hui, par exemple, chez les gens qui lancent des balles de baseball. C'est-à-dire que vous avez une espèce de petite maladie qui se développe au niveau du coude quand vous faites des lancers brutaux et répétés. Et l'auteur de l'étude dit on a probablement là la plus ancienne trace du fait que, j'y reviendrai, dans toutes les sociétés connues ou presque, ce sont les hommes qui manient les armes de lancer, et en particulier ce lancer mécaniquement assisté qui précède l'arc sans doute de très longtemps, qui s'appelle le propulseur. Vous voyez, il tient un bâton dans sa main là, qui démultiplie la puissance de son missile, hein, et que voilà. Mais alors après, encore une fois, c'est un indice ténu, fragile, voilà, mais enfin c'est le meilleur qu'on ait. Hein, alors, j'en viens maintenant à l'ethnologie, parce que c'est là où les indices sont les plus abondants, même si évidemment se pose toujours le problème de raisonner sur le passé à partir de sociétés du présent. Hein, et c'est exactement le même problème que ce qu'on a quand on fait, je ne sais pas moi,
de la paléontologie biologique. Est-ce que les requins de maintenant sont les requins d'il y a 500 millions d'années? Alors la réponse, c'est oui et non. Si vous dites que non, pas du tout, à mon avis, vous êtes quand même de. Alors, plus exactement, si vous dites oui, absolument, évidemment, vous êtes schématique parce que le requin, lui aussi, a évolué et que donc les requins de maintenant ne sont plus espèces avant et qu'elles ont un certain nombre de différences et qu'il faut toujours se poser le problème de jusqu'où je peux extrapoler ce que je vois sur les requins de maintenant aux requins d'il y a 500 millions d'années. Mais aujourd'hui, on voit beaucoup se développer la position strictement inverse, consistant à dire mais pas du tout, c'est abominable de dire que les chasseurs-cueilleurs du 19e ou du 18e siècle étaient comme des préhistoriques, c'est raciste, c'est tout ce que vous voulez. Moi, je pense que c'est absolument pas ni raciste, ni abominable, ni tout ce qu'on veut, et que c'est même un des seuls moyens de raisonner et de se dire quand même que dans les sociétés humaines, un certain nombre de causes produisent la même gamme d'effets. Et on n'appuie pas sur les peuples qu'on a, exactement comme si on n'a pas des connaissances anatomiques tirées des espèces vivantes qu'on a pu observer pour pouvoir raisonner sur les os qu'on retrouve en paléontologie, on est mal. C'est-à-dire, soit on dit rien, soit on va dire des bêtises. Alors, un des premiers moyens par lesquels on a cru pouvoir utiliser l'ethnologie, ce sont les mythes. Et en particulier, c'était ça la méthode de Barophon. Barophon dit, voilà, les Grecs disent, il y a eu une période où un peuple, en tous les cas à côté de chez nous, dans lequel les femmes dirigeaient la société à tel point que c'était elles qui menaient les mecs à la baguette, enfin, et même à la lance et au glaive, les fameuses Amazones, etc. Et Barophon disait, même si d'accord, les mythes enjolivent le truc, il n'y a pas de fumée sans feu, il y a forcément quelque chose de vrai là-dedans. Et donc, toute la construction de Barophon sur le matriarcat primitif est fondée sur l'analyse des mythes en accordant foi aux mythes. Alors, soit dit en passant, les Grecs ne sont pas du tout les seuls à avoir des mythes de matriarcat primitif. Ce que je vous montre à droite, là, c'est le peuple qui vivait à Ushuaia, dans la région d'Ushuaia, donc en terre de feu. C'est des Indiens qui s'appellent les Selknam. Alors, eux, ils ont une cérémonie d'initiation. Ils ont une religion, ce qu'on appelle une religion à initiation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les secrets de votre religion, vous ne les dévoilez qu'à des gens choisis et qui ne sont pas publics. C'est un truc très courant dans les sociétés primitives, y compris chez les chasseurs-cueilleurs. Toute l'Australie est à religion à initiation. Et alors, qui peuvent être les initiés? Uniquement les hommes et les hommes adultes qui ont franchi un certain nombre d'étapes, d'épreuves, de choses comme ça, qui ne sont pas toujours très rigolos. Voilà. Et eux, ils disent, en gros, une fois qu'on fait notre cérémonie d'initiation, on se déguise, donc on prend l'apparence d'esprit, et avec ça, ils vont dans le campement des femmes, ils les terrorisent, et ils rappellent que si une femme a déconné depuis la dernière cérémonie, l'esprit va lui mettre des coups, etc., etc. Enfin, ils font tenir leurs femmes tranquilles en se déguisant. Les femmes ont évidemment absolument pas le droit de connaître les secrets, de reconnaître que le même. J'en sais rien, mais ce qui est sûr, c'est qu'il s'il y en a une qui avait exprimé ses doutes, elle aurait été mise à mort sur le champ. Vous voyez, c'est ambiance. Eux disent, jadis, c'était les femmes qui avaient une religion à initiation et qui nous terrorisaient, qui nous aidaient, etc. Mais heureusement, un jour, il y a un mec qui était planqué dans les fourrés. Il a entendu des femmes se foutre de notre gueule en disant « Ah, qu'est-ce qu'ils sont cons, ces mecs il suffit de se déguiser, etc. » Voilà. Et on les fait tenir tranquilles. Donc, il est revenu voir les autres mecs. Il leur a dit « Devinez quoi? En fait, on nous mène en bateau avec la religion. Quoi. La religion, c'est l'opium du peuple. Vous voyez, c'est pas nouveau. Donc, ils ont fait une insurrection. Ils ont zigouillé toutes les femmes sauf les petites filles. Ils ont dit, tiens, on va leur refaire le même coup. Et depuis, on a notre religion à initiation et c'est comme ça qu'on fait tenir tranquille nos femmes. Et c'est des braves chasseurs-cueilleurs qui te racontent ça, qui sont par ailleurs parfaitement égalitaires sur le plan matériel, etc. En tous les cas, évidemment, les mythes, l'idée, pour en revenir à Barophon, l'idée que les mythes nous disent nécessairement quelque chose de vrai est une idée extrêmement fragile et méthodologiquement
tout à fait contestable. La meilleure preuve, c'est que quand vous prenez notre mythe fondateur, je vais dire à nous, historiquement et géographiquement, je ne parle pas individuellement, mais enfin, quand vous prenez la Bible, vous ouvrez le jardin d'Éden, ils ont la vie éternelle, ils n'ont pas besoin de bosser, et tout un tas de trucs là, le serpent parle, enfin bon, il y a tout un tas de choses comme ça. Qu'est-ce qu'il y a de vrai là-dedans? Vous seriez bien en peine de dire quoi. Et en réalité, le rôle d'un mythe dans quelque société que ce soit, c'est pas de dire quelque chose qui est vrai, c'est de justifier ce qui existe aujourd'hui. Ça, c'est la loi générale des mythes. On vous explique pourquoi le monde est tel qu'il est. Et un des procédés très classiques, c'est de dire jadis le monde était à l'inverse de ce qu'il est, mais c'était le bordel, ça marchait très mal, voilà. Et donc un jour on a remis le monde sur ses pieds, et puis voilà, puis maintenant il est comme ça, et fort heureusement pour tout le monde. Voilà. Alors, deuxième point que nous apprend l'ethnologie, l'ethnologie nous a montré des centaines et même des milliers de peuples qui étaient organisés socialement selon des tas de façons différentes. Et je dois bien dire que de ce point de vue-là, la science de l'anthropologie sociale n'en est encore qu'à ses balbutiements, c'est-à-dire que, en particulier, on n'a toujours pas une classification, ne serait-ce qu'une classification des sociétés qui fasse sens, qui soit un peu robuste et qui nous permette de raisonner. C'est quand même dingue de se dire qu'on fait de la science et qu'on n'a toujours pas de classification. Et pire que ça, on a l'essentiel des collègues de la discipline qui nous expliquent que la classification, c'est un truc abominable. On n'a pas idée d'avoir des idées pareilles, de vouloir classer son objet quand son objet, c'est des êtres humains, et que donc, il faut surtout faire tout ce qu'on veut, sauf classifier les sociétés. Voilà. Bon, voilà. Bon. En tous les cas, bon, moi, je me rattache à ceux qui pensent que quand même, pour raisonner, que ce soit sur des cailloux, des espèces vivantes, des étoiles, et tout ce que vous voulez, sans classification, on fait du bavardage, mais on ne fait pas de la science. Mais une fois qu'on a dit ça, voilà. Bon. Par contre, ce qu'on a, c'est des milliers et des milliers d'observations, et on a un matériel d'une richesse absolument considérable. Évidemment, dit ça en passant, aujourd'hui, des sociétés comme ça, il n'en reste plus beaucoup, et celles qui restent sont évidemment totalement en imbrication avec les sociétés modernes. Enfin, on peut s'intéresser évidemment à ça, mais là, ça devient un autre objet. Hein. Si on s'intéresse aux sociétés, j'allais dire intactes, si tant est que ça veuille dire quelque chose, en tous les cas des sociétés du passé, évidemment, il faut aller maintenant dans les bouquins. Mais les bouquins sont extrêmement nombreux. Et pas seulement, d'ailleurs, pas seulement écrits par des ethnologues professionnels. Il y a des tas de récits de voyageurs, de gens qui se sont retrouvés, voire d'autochtones, qui sont des sources considérables pour tout ça. Bref, l'idée que les femmes ont un jour dominé la société a été en fait non pas tellement chez Barofan, mais chez un de ses successeurs qui s'appelle Morgan, qui lui est un anthropologue social, s'appuie sur l'observation d'une tribu indienne qui s'appelle les Iroquois, qui vivaient donc en gros dans la région des Grands Lacs. Hein, c'est les Indiens du Nord-Est. C'est pas du tout les Indiens des Westerns. Hein, ils sont pas à cheval en train de galoper avec des tipis, etc. Ils sont dans des villages. Ils sont cultivateurs. D'ailleurs, soit dit en passant, la grande majorité des Indiens d'Amérique du Nord étaient des cultivateurs. C'était pas voilà. D'ailleurs, les Indiens qu'on voit à cheval, soit dit en parenthèse, mais enfin le cheval en Amérique, il a été amené par les. Donc les Indiens à cheval, de toute façon, c'est grand maximum 1500. Hein. Avant, c'était les Indiens à cheval, mais à pied. Hein. Voilà. Et ils ne vivaient pas en chassant le bison comme ça, parce que quand vous n'avez pas le cheval pour chasser le bison, c'est beaucoup plus coton. Ils faisaient de la culture. Enfin voilà. Bref. Toujours est-il que les Iroquois sont des villageois, des cultivateurs de maïs, un peu des chasseurs aussi, et ils ont une organisation très particulière, en tous les cas aux yeux des Occidentaux qui tombent sur eux à partir du XVIIe siècle. D'abord des jésuites pendant 2 siècles, et puis ensuite Morgan, qui est le premier ethnologue presque de métier, c'est la deuxième moitié du 19e. Vous voyez, c'est très tardif. Mais en particulier, donc, les femmes y occupent une place tout à fait... De là à dire qu'elle dirige la société, il ne faut quand même pas sauter de l'autre côté du cheval. Hein, mais en tous les cas, ce qui est sûr, c'est que la domination masculine chez les Iroquois n'est pas du tout évidente. Les grandes maisons qu'on voit là, qui font plusieurs dizaines de mètres de long, cohabitent des familles
où les femmes sont apparentées. Donc, c'est les mecs qui viennent habiter chez leurs femmes, etc. Les maisons appartiennent aux femmes, les récoltes appartiennent aux femmes. Quand une femme est plus contente de son mari parce qu'il ne fout rien, etc., elle peut le foutre dehors, etc. Enfin, bon, bref, un jésuite du XVIIIe siècle disait l'Iroquoisie, c'est l'empire des femmes. Bon, alors, sans aller jusque-là, en tous les cas, c'était bien connu. Le raisonnement de Morgan, c'est que toute société de petits cultivateurs, et par extension probablement toute société de chasseurs-cueilleurs avant, est une société à l'iroquoise dans laquelle les femmes occupent cette place, on va dire, alors encore une fois, les mots varient, prééminente, puissante, respectée, enfin, voilà. Et Engels reprend ça en disant, quelque part, tant qu'il n'y a pas des classes sociales, une inégalité matérielle patente qui se développe dans la société, les femmes comme dit Engels, s'occupe de l'industrie publique consistant à faire des enfants. Et donc, comme c'est une industrie publique, c'est quelque chose de respecté. Et du coup, les femmes sont respectées en tant que mères, etc. Alors, c'est un raisonnement qui n'est pas du tout absurde, hein, évidemment, mais qui est un raisonnement, qui se base sur des éléments en très petit nombre, à une époque où l'ethnologie est encore très peu développée. Et il faut le dire tout net, depuis, l'ethnologie nous a apporté des centaines, si ce n'est des milliers de contre-exemples, c'est-à-dire de sociétés soit qui en sont à peu près au même niveau technique que les Iroquois, soit même qui en sont à un niveau technique encore inférieur, et où il y a une forme ou une autre de domination masculine, parfois relativement informelle, parfois extrêmement formalisée, un peu comme dans le cas des Indiens Selknam que je vous ai montré tout à l'heure, là, avec une religion, etc., et où les mecs le disent, on fait ça pour ça, et nos femmes, elles se tiennent tranquilles, etc. Alors, l'exemple emblématique sur lequel il est assez facile de lire en France, c'est celui que j'ai représenté ici, ça s'appelle les Barouillas, donc qui sont un peuple de petits cultivateurs des hautes terres de Nouvelle-Guinée. Donc, il y a un livre de Maurice Godelier sur eux qui s'appelle La fabrication des grands hommes, la production des grands hommes, je savais que je n'avais pas le bon titre. Alors, c'est, comment dire, en deux mots, c'est l'Arabie saoudite au néolithique. Hein. Donc, vous avez une forme d'apartheid sexuel ultra développée. Chaque fois que les femmes croisent les hommes, elles doivent se voiler le visage avec une cape d'écorce, sauter dans le bas-côté pour ne pas croiser le regard des hommes, etc. Toutes les femmes sont réputées être les cadettes de leurs frères, même quand elles sont nées des années avant eux. Les hommes ont tous les droits religieux, économiques, tout ce que vous voulez. Enfin bon, bref, les femmes ne sont pas des esclaves, mais elles sont infériorisées. Et puis, je ne vous parle pas de toutes les croyances qui vont autour. Ça va à tel point, d'ailleurs, qu'eux, ils pensent que pour faire les bébés, les femmes, c'est des vases, hein, vous voyez, c'est inerte, quoi. C'est l'homme qui fait tout. Donc, c'est le sperme qui fait le fœtus. Et ensuite, si on veut que la femme, elle ait les seins qui gonflent avec du lait dedans, il faut lui faire beaucoup l'amour, puisque, comme chacun sait, c'est avec le sperme qu'on fabrique le lait maternel, quoi. Enfin, voilà. Pourquoi vous rigolez comme ça ? Bref, alors, c'est des gens qui ont vraiment théorisé et pratiqué, encore une fois, institutionnalisé la domination masculine. Or, par ailleurs, ça contredit totalement le raisonnement d'Engels, parce que par ailleurs, ils sont parfaitement égalitaires sur le plan économique. Il n'y a absolument aucune espèce de forme de riche, de pauvre, de tout ce que vous voulez, même élémentaire chez les Barouillas. Et sur le plan politique, j'ajouterais, ils sont aussi extrêmement égalitaires. Pas du tout une société avec des hiérarchies, avec des choses comme ça. Enfin, si j'accepte évidemment la hiérarchie entre les sexes. Alors, on a également des exemples, et en particulier un continent, ce n'est pas le seul, mais enfin, c'est vraiment le continent qui donne beaucoup, beaucoup d'exemples, c'est l'Australie aborigène, qui est le seul endroit sur Terre où on a pu observer, donc à l'époque contemporaine, des chasseurs-cueilleurs qui n'avaient pas été repoussés là dans un coin un peu hostile par l'agriculture. Vous voyez, partout ailleurs dans le monde, où est-ce qu'on a observé des chasseurs-cueilleurs ? C'est dans le Grand Nord, au fin fond des forêts tropicales, dans les déserts. C'est-à-dire là où les agriculteurs leur foutaient la paix, à peu près la paix. En Australie, vous avez une terre de la taille des États-Unis, avec des climats qui vont du climat britannique, on peut dire, au climat subtropical en passant par des déserts, et où là-dessus, il n'y avait que des chasseurs-cueilleurs qui
évidemment avec des variations parfois considérables entre les tribus, sur un fond culturel quand même relativement commun, et où parmi eux, on a des témoignages de domination, alors là aussi religion et initiation, plus des comportements, etc. On a des records de polygamie, de polygynie, alors je n'ai pas mis la photo, mais record homologué en Australie, dans une île d'Australie du Nord, un aborigène avait eu 29 épouses au cours de sa vie. Quand vous prenez des groupes de chasseurs-cueilleurs qui font quelques dizaines de personnes, vous imaginez ce que ça veut dire. Enfin, c'est le Jeff Bezos de la police. Bah oui, dans une société, comme disait Testard, on ne joue pas avec les biens matériels, mais on joue avec les droits sur les femmes. Celui qui arrive à avoir 29 femmes dans un groupe de quelques dizaines de personnes, enfin, évidemment, il était allé ailleurs, mais voilà. Enfin, alors, toutes les sociétés australiennes ne sont pas marquées à ce point-là, mais globalement en Australie, il y a une inégalité, il y a une domination masculine qui est assez incontestable. Alors, si on fait la synthèse de toute cette affaire-là, je ne suis pas trop bavard. Du coup, en fait, si, un peu quand même. Il faut que j'aille, je vais accélérer. Alors, non, mais j'en suis à 35 minutes là. J'ai encore 10 minutes. Pas beaucoup. Alors, pour accélérer, qu'est-ce qu'on voit? Je vais aller très vite. On voit que si on fait un schéma, disons, qui représente à la truelle le développement technique et les rapports entre les sexes, on trouve d'une part des sociétés avec domination masculine, y compris dans les sociétés les plus frustes techniquement. Donc, c'est quand même très compliqué d'expliquer que la domination masculine serait apparue à un moment donné du développement technique. Ça ne marche pas. Deuxième point, on ne trouve aucune société dominée par les femmes. C'est-à-dire qu'il y a des sociétés où on peut discuter, est-ce que c'est vraiment l'égalité des sexes? Est-ce qu'il n'y a pas un petit peu de domination masculine? Bon, à mon avis, c'est une discussion qui n'a pas tellement d'intérêt. Mais en tous les cas, des sociétés clairement où il y aurait une domination des femmes, on n'en a jamais vu une seule. Et je dirais jusqu'à dire, on n'a pas tellement de raison de supposer que ça ait existé. Alors, quelle est la clé de cette affaire-là? Il me semble que, en tous les cas, quelque chose d'extrêmement marquant, c'est que les sociétés humaines connaissent tous, à un degré ou à un autre, un truc qui s'appelle la division sexuelle ou sexuée du travail. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une seule société humaine, ou alors vraiment, c'est dans les coins, un cas vraiment extrêmement limite, où il n'y a pas une forme ou une autre de répartition des tâches entre les mâles et les femelles, entre les hommes et les femmes. Et en particulier, dans cette constante anthropologique, dont je le dis tout de suite, on n'a aucune idée de où elle vient. Je sais que quelqu'un va me demander, mais quand même, quand est-ce que c'est apparu ce truc-là et pourquoi? Je dis tout de suite, si vous avez la réponse, vous me la donnez, mais je crois qu'on ne l'a pas. Et on peut comprendre pourquoi on ne l'a pas d'ailleurs. En tous les cas, non seulement les tâches sont réparties, mais elles sont réparties avec des grandes variations, mais une constante, c'est que partout et toujours, les hommes ont un monopole relatif ou absolu sur les armes. Ça, c'est excepté dans la police nationale ces dernières années. C'est en train de changer. Rigolez pas parce que c'est un signe profond. Mais en tous les cas, dans toutes les sociétés traditionnelles, les armes, c'est un truc masculin. Et je dis en passant, ça se retrouve, y compris en archéologie. Chaque fois qu'on trouve des indices de division sexuée du travail en archéologie, ils confirment ce qu'on... Alors, les sociétés primitives sont non seulement marquées par une répartition des tâches du travail qui inclut la répartition, donc le monopole masculin des armes, mais par des formes souvent très prononcées de séparation des sexes. J'ai employé le terme un peu provoque d'apartheid tout à l'heure, mais en tous les cas de séparation des sexes, avec en particulier, par exemple, un truc qui s'appelle les maisons des hommes, truc très fréquent en Papouasie, en Amazonie, etc. Il y a des lieux, il y a des connaissances, il y a des discussions, il y a des tout ce que vous voulez, réservés aux hommes, d'autres éventuellement réservés aux femmes. Mais en tous les cas, la possession des armes est une clé qui va donner aux hommes une position, je crois, un peu inexpugnable, en tous les cas jusqu'ici. Alors, si je veux synthétiser, disons, tout ce qu'on connaît sur cette histoire de division sexuelle du travail, c'est à la fois un phénomène universel, même s'il a des grandes variations d'une société à l'autre. Donc, il y a certaines tâches qui, dans certaines sociétés, vont être
pas réparties selon le sexe, d'autres où on va les trouver masculines, d'autres où on va les trouver féminines. Mais, alors, son origine, on n'en sait rien, mais je crois que tout indique que ça remonte au moins au paléolithique supérieur. En tous les cas, si on ne le suppose pas, on est quand même un peu embêté pour expliquer pourquoi on l'a observé partout à l'époque contemporaine, y compris chez tous les chasseurs-cueilleurs du monde, si on ne suppose pas que c'était déjà en place à une date reculée. Double constante donc, cette division sexuelle du travail et le monopole masculin de cette sphère politico-militaire et avec une faute, pardon, qui explique l'absence de matriarcat. Alors, je vais très vite parce que j'étais un peu bavard au début, mais ce monopole masculin sur les armes, en tous les cas sur les armes les plus létales, c'est aussi un monopole sur la chasse au gros gibier, en tous les cas sur la mise à mort du gros gibier. Alors là, jusque-là, c'est relativement technique, mais c'est aussi du coup un monopole sur la force et sur les activités liées aux guerres, à la justice, en tous les cas dans sa forme la plus sanglante. Et c'est aussi ce qui va faire que les femmes vont avoir tendance à se retrouver comme des enjeux des stratégies masculines. Un coup extrêmement banal et extrêmement classique. Deux groupes qui se font la guerre et qui se réconcilient. Qu'est-ce qu'on fait pour se réconcilier? On va s'échanger des femmes. Et toi, tu vas te marier avec ma sœur et moi, je vais me marier avec la tienne. Et puis comme ça, on sera copains, etc. Évidemment, dans ces cas-là, c'est pas, la vie des femmes va avoir tendance à pas être trop pris en compte. Et après, donc, qu'est-ce qu'il va faire? On va avoir des variations selon ces sociétés. Je cherche désespérément à virer ce petit machin-là. Ça va être les contre-pouvoirs féminins. C'est-à-dire que ce qui est marquant dans ces sociétés, encore une fois, c'est que ce ne sont pas des sociétés, même les plus égalitaires, justement, où règne l'égalité des sexes au sens moderne. Et ça va être la fin de mon exposé. Je vous demande encore 5 minutes, peut-être 6 d'ailleurs, mais voilà. Dans ces sociétés, il y a une séparation des sexes. Il y a la sphère féminine, la sphère masculine. Ça, c'est une constante. Alors, il y a des endroits où ça s'équilibre à peu près, genre les Iroquois. Et comment ça s'équilibre? 99 fois sur 100 par le pouvoir économique des femmes. Donc, la configuration typique de ces pseudo-matriarcats à l'iroquoise, c'est les hommes ont la politique, la guerre, la chasse, les femmes ont les maisons, les réserves de grains, etc. Et donc, il y a une espèce de division des pouvoirs, un peu comme entre le législatif et l'exécutif, qui fait que l'un dans l'autre, ça s'équilibre plus ou moins. Ça n'est pas du tout notre égalité moderne des sexes, genre moi je suis une femme, j'ai envie de pouvoir aller à la guerre, moi je suis un homme, je préfère faire du tissage, ça ne marche pas du tout comme ça, pas du tout. Et je vous dis tout de suite que si un mec à la guerre, un mec chez les Iroquois refuse d'aller à la guerre, on lui colle une jupe de femme, on le met dans les champs à traîner les grains et dit tu iras aux assemblées des femmes, mais tu ne reparaîtras pas aux assemblées des hommes tant que tu n'iras pas à la guerre. Vous voyez, c'est... Et puis, il y a des sociétés où le pouvoir économique est aussi entre les mains des hommes, et j'aurais pu ajouter le pouvoir religieux, etc., etc. Il y a des sociétés où les hommes cumulent tous les pouvoirs, et dans ces cas-là, évidemment, ça ne se passe pas très bien pour les femmes. Alors, pour finir, quand même, par une idée à laquelle je tiens, j'ai encore un truc devant mon titre, c'est que justement, nous, la manière dont on se pose la question de l'égalité moderne des sexes a plus rien à voir avec la manière dont elle se posait dans les sociétés du passé. Et c'est comme tous les grands bouleversements. Alors d'abord, c'est des bouleversements à hauteur de décennies, voire de siècles. Donc évidemment, on n'a pas toujours le recul. Et puis comme on a le nez dessus, on ne se rend pas toujours compte à quel point on vit une époque qui, de ce point de vue-là, et bien d'autres points de vue aussi, mais a changé les choses. Et donc, nous, aujourd'hui, quand on parle d'égalité des sexes, on parle de complètement autre chose et on parle de quelque chose de totalement inédit dans l'histoire des sociétés humaines, l'idée que les individus, quel que soit leur appareil reproducteur, puissent avoir les mêmes tâches, les mêmes occupations, les mêmes comportements. Je ne dis pas que c'est réel, Je dis que la société, ou une partie de la société, fixe ça comme objectif. Et rien que ça, déjà, c'est une sacrée révolution. Les premiers écrits qui envisagent ça datent significativement, en gros, de l'époque de Louis XIV. Voilà, même si, évidemment, depuis, ils ont été repris. Ça s'est traduit
dans un certain nombre de pays, pas tous évidemment, mais dans un certain nombre de pays les plus riches, les plus occidentaux, par des législations qui ont progressivement aboli toute forme de discrimination officielle entre les sexes. Mais alors évidemment, quand on est féministe, on dit oui, d'accord, mais enfin, ça ne suffit pas, et on a bien raison de le dire, mais il faut en même temps se rendre compte que ce truc-là est un truc totalement, encore une fois, totalement inédit, etc. Alors, pour la petite histoire, le dernier boulot interdit aux femmes en France qui leur a été ouverte, ça date d'il y a, je crois que c'est 5 ou 6 ans, et c'était quelle a été la dernière profession qui était interdite aux femmes et qui leur a été ouverte. Sous-marinier, il y en a qui ont révisé, voilà, effectivement. Après, ça reste toujours interdit de dormir la fenêtre ouverte, mais bon. En tous les cas, on est dans une société qui se pose le problème non seulement donc de l'égalité des sexes au plein sens du terme, ce qui passe évidemment par la fin de la division sexuée du travail. Alors, fin qui ne cesse de s'annoncer tout en reculant au fur et à mesure, hein, parce que ça coince à bien des égards. C'est d'ailleurs pas inintéressant de remarquer que ça coince beaucoup plus dans un sens que dans l'autre. C'est-à-dire que quand on parle de la division sexuée du travail, on pense toujours au fait que les femmes puissent occuper des métiers d'hommes, hein, soit à responsabilité, soit même dans les boulots de force, soit même chez les flics. Enfin, quand même dans un pays où maintenant on se fait gazer aussi par des femmes, quoi. Enfin, dire, c'est quand même un truc, on voit qu'il y a un gros progrès social. Mais alors, dans l'autre sens, voilà, dans l'autre sens, ça coince un petit peu plus et on constate une beaucoup plus forte résistance au fait que les hommes pénètrent les métiers ou les tâches de femmes, hein, que ce soit en matière de tâches domestiques ou que ce soit, par exemple, pour s'occuper des jeunes enfants ou dans les EHPAD, etc. En tous les cas, évidemment, quelle est l'explication à ça? Comme vous avez fait venir un marxiste, vous allez avoir une explication en termes de structure économique. Il me semble en tous les cas que cette tendance à la disparition, ou en tous les cas cette affirmation de la volonté de faire disparaître la division sexuée du travail et, d'une manière générale, toute forme de discrimination entre hommes et femmes, tire son origine de la marchandisation générale des rapports sociaux. On vit dans une société où il y a un équivalent général du travail humain qui, de fait, et du coup, dans les têtes, imprime l'idée que, ma foi, tous les travaux humains sont comparables en quantité et donc en qualité, et que finalement, quand je dis un billet de 10 euros, c'est du travail humain et j'en ai rien. On dit toujours l'argent n'a pas d'odeur, il n'a pas non plus de sexe, hein, voyez, hein, et que donc dans les 10 euros, est-ce que c'est du travail d'homme, du travail de femme, quelque part, on s'en fout, c'est pas la question, et que c'est cette abstraction de travail humain qui a été imposée de manière parfaitement inconsciente, hein, par la marchandisation de l'économie, qui a finalement rompu les digues multimillénaires qui disaient que les hommes et les femmes, c'était deux sous-sociétés quelque part de nature profondément différente et où il y avait toujours un endroit où il ne fallait pas que ça se rejoigne parce que c'était une abomination. Voilà. Et que donc, on vit de ce point de vue-là, du point de vue de la transformation entre les sexes, des rapports entre les sexes, on vit dans une société dont, comment dire encore une fois, la pénétration des rapports marchands a changé radicalement la manière dont le problème se pose par rapport aux sociétés du passé. J'insiste là-dessus. Les ethnologues ont souvent trouvé des femmes qui se plaignaient de ce qui leur arrivait dans des sociétés passées, des femmes qui s'enfuyaient, des femmes qui se suicidaient, des femmes qui tuaient leur mari, des femmes qui faisaient tuer leur mari par leurs amants. Enfin bon, il ne faut pas croire que les femmes se laissaient faire, mais nulle part, à aucun moment, ils ont rencontré des femmes qui disaient « ça ne devrait pas être comme ça, on devrait pouvoir faire les mêmes boulots que les hommes, ils devraient s'occuper des enfants avec nous, etc. » Enfin, vous voyez, l'égalité moderne des sexes était une idée absolument impensable tant que dans les sociétés humaines, encore une fois, il n'y a pas eu cette grande fonderie, cette grande fusion, ce grand liant qui a été la monnaie, qui a fait que, enfin, j'allais dire, c'est pas trop tôt, mais enfin, on s'est imprimé quelque part dans les consciences l'idée que
la société fonctionnait avec des êtres humains, ma foi, à appareils reproducteurs variés, mais que ça ne devait pas entrer en ligne de compte pour un certain nombre de choses. Bref, bon, je suis allé un peu vite sur la fin, mais enfin, vous avez compris la musique. De toute façon, on peut en discuter. Je signale donc une page de publicité. Je signale donc un magnifique livre qui n'est pas encore en vente dans sa 3e édition, mais qui va l'être incessamment sous peu. Nous, on l'a ici, on est privilégiés, mais voilà. J'ai un blog que vous connaissez peut-être, enfin, voilà, où vous pouvez venir discuter. Il y a un certain nombre de collègues qui viennent régulièrement. Voilà. Alors, en ce moment, je suis plus dans les affaires de guerre, de justice, de chasse aux têtes et de machin que d'égalité des sexes. Mais enfin, je réponds, j'essaye de répondre à toutes les sollicitations en ce sens. Je ne sais plus si j'avais prévu autre chose. Non, je n'ai pas prévu autre chose. Je signale juste que je n'y ai pas pensé, mais il y a aussi un autre petit bouquin qui est en préparation et qui devrait sortir dans soit à la toute fin de l'année 2022, soit au début de 2023, sur l'archéologie et le genre, qu'on coordonne avec une collègue archéologue et qui sera donc, disons, une manière de calmer, enfin d'essayer de mettre un peu de raisonnement et de calme dans des publications qui, des fois, sont assez racoleuses. Bon, je ne sais pas si vous avez vu passer ce documentaire à l'automne, ça s'appelait Lady Sapiens, où nous a resservi une fois de plus la femme paléolithique qui était fière, puissante, révérée, etc., etc. Et où là, on essaye avec quelques collègues de dire, voilà ce qu'on peut dire, voilà ce qu'on ne peut pas dire, voilà ce qu'on sait, voilà ce qu'on ne sait pas. Et puis, encore une fois, de répéter que ce n'est pas parce que les femmes ont probablement, je vais le dire autrement, ont très probablement été dominées depuis le paléolithique supérieur et peut-être avant, que ça remet, que ça affaiblit en quoi que ce soit les perspectives actuelles du féminisme. Et je vais le dire à l'envers, pour renforcer les perspectives actuelles du féminisme, on n'a pas besoin d'aller raconter des bêtises sur comment c'était avant, parce que c'est consolant, c'est renforçant, c'est tout ce qu'on veut, de se dire que jadis les femmes ceci ou jadis les femmes cela. Voilà. Bon, j'ai débordé, mais pas trop peut-être. Il nous reste, on a un quart d'heure. Ça va. J'ai débordé d'un quart d'heure. Oui. Ouais. Bon, il nous reste une demi-heure, mais on pourra discuter un peu plus ensuite. On va tout de suite prendre les questions sur le chat et dans la salle. J'en ai moins deux déjà. Donc, il y a une question de Stérène. Allez, commençons par Stérène, si tu veux poser ta question. Donc, tu l'écrives peut-être. Oui, vous m'entendez ? Alors, d'abord, merci pour la présentation qui était passionnante et très bien illustrée. Moi, j'avais une question sur un livre qui vient de sortir, le livre d'Emmanuel Todd qui s'appelle « Où en sont-elles ?» Je ne sais pas si vous avez eu le temps d'en prendre connaissance, mais si c'est le cas, qu'est-ce que vous pensez de son hypothèse selon laquelle la forme la plus primitive de la famille, qui serait celle des chasseurs-cueilleurs, exige une solidarité de fait dans le ménage et donc un positionnement relativement égalitaire entre hommes et femmes, et donc que les inégalités elles s'accroissent ensuite avec la sophistication des formes familiales, notamment au moment de quand les groupes familiaux se sédentarisent. Et plus généralement, si vous avez eu le temps de lire le livre, qu'est-ce que vous pensez des thèses du livre et est-ce que vous avez une critique à en faire ? Alors, moi, je n'ai pas lu Todd, j'en avais lu un petit peu d'un de ses bouquins passés il y a quelques années. Je n'avais pas été du tout convaincu. Je n'ai pas lu celui-là, et puis je dois bien dire que je l'ai vu causer à la télé, alors pas tellement sur les chasseurs-cueilleurs, mais sur les trucs actuels. Ça ne m'a pas non plus hyper emballé, ça ne m'a pas hyper motivé pour m'infliger ça. Bon. Après, je sais qu'il est tenu en estime très variable. Alors, l'anthropologie étant une science sociale, hein, c'est un peu comme l'économie. Hein, c'est ce qui est considéré comme la Bible par les uns est considéré comme une abomination et une débilité par les autres. Donc, c'est pas toujours évident de s'y retrouver quand on n'est pas de la partie. Son raisonnement sur les chasseurs-cueilleurs et sur la forme primitive de famille me semble, moi j'ai une objection qui me vient spontanément comme ça et j'ai pas rencontré de todien qui m'y répondent de manière convaincante. Il ne dit pas seulement que la famille des chasseurs-cueilleurs doit être bilatérale et égalitaire, il dit aussi que la forme canonique, c'est la famille monogame. Or, si vous voulez,
oui, parmi les chasseurs-cueilleurs, il y a un certain nombre de gens qui pratiquent la monogamie, mais il y en a aussi des tas d'autres qui pratiquent la polygamie. J'ai parlé des aborigènes australiens, ou en tous les cas de certains d'entre eux, enfin, d'un bon nombre d'entre eux, et en plus avec des formes sociales où les femmes sont très, très, très clairement pas à l'égal, sur un pied d'égalité avec les hommes. Donc moi, spontanément, quand je vois l'argument de Todd, encore une fois que je n'ai pas lu de première main, donc je ne sais pas jusqu'à quel point il discute de ça, jusqu'à quel point il y répond, etc. Mais je dirais dire que la forme primitive de famille, c'est la famille monogame, à ce moment-là, il faut expliquer pourquoi l'Australie ne représente pas la forme primitive de famille. Et puis alors après, comment on sait que c'est la forme primitive de famille? Alors lui, il raisonne pas mal avec des cartes, si j'ai bien compris, hyper convaincu par sa méthode. En tous les cas, oui, les Inuits sont plutôt monogames, les Australiens sont plutôt polygames, c'est tous les deux des chasseurs-cueilleurs, mais pourquoi dire que c'est les Inuits qui sont représentatifs du stade initial et pas les Australiens ou l'inverse? Je ne vois pas. Et en tous les cas, chez les Australiens, alors là, moi, il me semble qu'ils montrent très clairement que oui, la précarité de la vie fait qu'il doit y avoir des formes d'entraide sociale. Ça, c'est clair. Chez les chasseurs-cueilleurs du monde entier, il y a des formes de sécurité sociale. Et il y a des trucs institués qui font que les aléas du milieu, des sécheresses, du gibier, des fortunes diverses à la chasse se compensent par des moyens de circuler, de faire circuler tout ça. Depuis, j'ai le droit d'aller m'installer ailleurs jusqu'à quand je chasse une bestiole, tout le campement en profite. Enfin voilà, bon, il y a des dizaines d'institutions comme ça, extrêmement complexes, extrêmement subtiles. Enfin, il y aurait des bouquins entiers à écrire là-dessus. Pourquoi ça devrait automatiquement se traduire par, comment dire, une forme d'égalité homme-femme? Je ne suis pas convaincu. Voilà. Ça ne passe pas forcément par l'égalité entre les hommes et les femmes. Je ne crois pas. Enfin, voilà. Donc moi, je suis plutôt très sceptique sur ce qu'il dit, mais encore une fois, je ne veux pas trop m'avancer, en tous les cas, certainement pas de manière affirmative, pour la bonne raison que je n'ai pas lu ce qu'il écrivait dans le texte. Donc, je réponds au deuxième degré, quoi. On m'avait dit que j'aurais droit à un sandwich à un moment. Tu peux poser ta question, Malo. Oui, moi j'ai deux questions, deux ensembles de questions. Peut-être qu'on va prendre des questions rassemblées, puisqu'il nous reste une demi-heure. De lire et puis à titre personnel, pas du tout dans le cadre de la recherche, c'est assez intéressant. Il fait en anthropologie aussi, pas mal de choses. Le premier ensemble, moi je suis plutôt convaincu par l'analyse faite et je n'ai pas vraiment de thèse à opposer, mais j'ai lu pas mal de choses en anthropologie qui me paraissent peut-être pas affaiblir ta thèse, mais plutôt donner peut-être une sorte de granularité un peu plus élevée, quoique en fait tu l'as déjà présenté dans ton schéma en montrant qu'il y avait plusieurs cas de figure. Moi, il y a deux choses sur lesquelles j'aimerais bien t'entendre. Notamment, le premier point, c'est toute l'anthropologie qui s'intéresse à la diversité des genres, en montrant qu'il y a une certaine diversité et où finalement, on voit déjà une distinction assez rapide dans les sociétés entre l'enjeu d'appareil reproductif, donc les mâles et les femelles, et puis les genres qui peuvent être assez variés, il y a plusieurs genres ça ne contredit pas ton argumentaire, mais peut-être qu'on peut dès lors voir qu'il y a quand même, en tout cas, à part le ciment culturel, des choses qui arrivent en fait assez tôt. Et puis l'autre élément qui vient, je pense, un peu modéré, mais ça ne va pas non plus contrer l'argument de dire qu'en moyenne, c'est un monopole relatif des armes des hommes. Excusez-moi, mais il y a quelqu'un qui dit on n'entend pas les questions. Ouais, si quelqu'un a le courage de les résumer dans le chat. Mais là, du coup, c'est que le son, il ressort là. Et puis... où tu te rapproches de ma machine.
Vas-y, vas-y. La réponse, non? Celui-là. Bah, ou par là, quoi. Bon, vas-y, Malou, maintenant que tu es là. Bon, bah, maintenant que je suis là. Non, et après, donc, du coup, il y avait ça. Après, il y avait l'autre étude qui est sortie récemment, bah, qui a été un peu contestée, mais sur des chasseuses-cueilleuses dans les Andes péruviennes. Il y a quand même un. Voilà, où c'est As, c'est ça, je crois, qui a fait donc, un archéologue qui a montré que finalement, il y avait quand même beaucoup plus de chasseuses-cueilleuses que ce qu'on pensait dans les cadavres, enfin, les sépultures retrouvées. Alors évidemment, ça ne dit pas forcément qu'elles avaient le monopole, mais ça dit qu'en fait, elles utilisaient quand même des armes, donc on peut avoir mon point de vue. Et puis après, en fait, j'aurais bien aimé que tu reviennes aussi sur un peu ta conclusion. Alors je sais qu'elle a été très courte, voilà, ça c'était un peu, mais moi, je n'ai pas été forcément très convaincu. Enfin, j'entends que c'est il n'y a pas d'odeur et le développement du système économique peut expliquer le fait qu'il y a une inégalité qui est possible. Mais quid en fait d'autres hypothèses qui sont valables, comme par exemple la place des guerres, à travers une guerre économique, on est sur des guerres physiques aussi peut-être, donc l'affaissement de l'acte militaire aussi dans l'histoire peut aussi expliquer un changement aussi de la situation. Mais on peut aussi avoir plus d'une nouvelle idéologie. C'est-à-dire que tu parles beaucoup de la question, mais finalement, est-ce que ce n'est pas juste l'idéologie libérale et individualiste, plus que le capitalisme et les rapports marchands en fait, qui vont l'emporter, même si les deux sont concomitants. Voilà, je suis d'accord dans l'histoire. J'irai même au-delà. Fais gaffe. Mais justement, c'est là où j'attaque. Moi, je suis plus institutionnaliste. Je pense que même si les deux arrivent de façon concomitante, on peut imaginer qu'il y a des idéologies qui sont propres au libéralisme, qui peuvent aussi exister sans forme de capitalisme. Je ne serai peut-être pas d'accord, mais moi, je pense que c'est aussi une possibilité. Et puis aussi, quid, mais ça, c'est aussi pour ouvrir un peu sur comment un marxiste se positionnerait, de la complexification de la sphère productive. Et est-ce qu'on peut imaginer, du coup, quand on analyse une forme d'avènement d'une société plus en phase donc communiste ou plus en phase avec des idées marxistes, qui garde la complexification, et pas forcément le capitalisme. Est-ce qu'on peut aussi penser à un rapport plus égalitaire ou pas dans une société non capitaliste, non marchandisée? Tu les as en tête parce que je vais ramasser quelques questions. Je suis en train de commencer à noter. Non, bon, on peut faire comme vous disiez, mais. Justement sur la thèse finale là, de la marchandise. Donc, c'est visant déjà, mais du coup, je me demandais aussi si sans forcément sortir du matérialisme, ne pas envisager d'autres hypothèses qui sont en fait beaucoup plus classiques, donc, notamment celle de l'insertion, enfin, de l'intégration des femmes dans le marché du travail par la suite de guerre. Donc, du coup, là, on est, quand les hommes quittent le marché du travail, etc., pour aller combattre. Et donc là, on reste en fait dans le côté concret du travail qui est dirigé par un impératif de valorisation abstrait, mais n'empêche que les femmes rentrent non pas parce qu'on compare leurs travaux de la question, mais concrètement parce qu'il manque en fait, des travailleurs pour produire ces travaux concrets qui sont ensuite valorisés contre les autres. Et la deuxième question que j'avais, c'est sur les petits tacles que vous avez mis au début de la présentation sur les personnes qui veulent faire vendre en parlant de l'égalité entre hommes et femmes dans les sociétés primitives. Et donc, j'avais entendu sur Mediapart une interview d'une dame qui s'appelle Marilène Patoumatis. Voilà. Et donc, c'est un peu son résumé, mais en fait, elle parlait justement des sépultures. Elle disait qu'on pouvait voir que dans ces sépultures, il n'y avait pas de différence entre les hommes et les femmes dans les sépultures, et donc ils pouvaient en déduire. Et donc, d'ailleurs, je trouve, se rapproche beaucoup des réflexions qu'on a sur l'égalitarisme général des sociétés primitives, que depuis Rousseau, on utilise pour essayer de penser. Du coup, j'ai deux questions. Je vais essayer d'être un peu plus bref. Du coup, ma première question, c'est déjà, merci beaucoup pour la présentation, c'était vachement intéressant.
Et du coup, une fois qu'on a dit tout ça, qu'est-ce qui reste du matérialisme historique? Ça, c'est la fameuse postface dont je vous avais demandé pourquoi elle n'était plus dans la nouvelle édition sur l'ouvrage d'Engels et sur Morgan. Donc, du coup, avoir votre avis là-dessus. Et une deuxième question, alors là, c'est vraiment pareil comme Malo, question vraiment d'un néophyte, donc je vais peut-être dire une bêtise. Mais comment est-ce que vous vous situez? Alors, je sais que Testard, c'est une de vos grosses influences. Du coup, si vous pourriez vous situer, qu'est-ce que la perspective marxiste apporte en plus de tous les travaux qui ont été réalisés, notamment par Testard? Moi, je pense à, bon là, c'est de l'archéo, donc pas grand-chose à voir, mais j'avais lu un ouvrage de Jean-Paul Demoule, très intéressant, mais du coup, par rapport à Jean-Paul Demoule, si du coup la perspective marxiste apporte du coup une opinion différente ou il y a des points d'achoppement ou voilà. Alors moi j'enchaîne parce que finalement ça conduit aussi un petit peu sur le côté matérialiste de la présentation et de la conclusion. J'ai une première question sur la place des outils aussi dans l'analyse, parce que je ne l'ai pas beaucoup vu dans la présentation. Juste à la fin, on dit qu'il y a le monopole des armes chez les hommes, qui sont d'ailleurs à la fois des outils de destruction et de création pour la nature. Et pour tous les autres outils de création, donc, est-ce que je sais pas, l'archéologie permet l'archéologie de permettre de genrer. Oui, voilà, permettre de montrer donc là, c'est une base matérialiste à l'ensemble. Et l'autre question, c'est, donc si j'ai bien compris, à la fin de ma conclusion, c'est que c'est finalement, c'est par l'abstraction du travail humain, par la marchandisation des rapports sociaux, qu'on a le début de la fin de la division sexuée du travail. Et en fait, on trouve un petit peu aussi dans le manifeste du Parti communiste, c'est que c'est la bourgeoisie qui fait la socialisation. C'est gentil de me faire des compliments. Non, mais parce que ça peut pas un argument. C'est la bourgeoisie qui permet la socialisation de l'appareil de production, mais le problème, c'est la propriété privée. Et là, je voudrais savoir, pour toi, quel est le problème donc pour généraliser la fin de la division sexuelle? Bonne question. Y en a-t-il d'autres ou je fais déjà une. Moi, j'en ai une. Après, vas-y, au point où on en est, je pense que. Il va te rester un quart d'heure après. Ouais, mais ça peut. C'est pareil pour la question sur la thèse historique et comment articuler du coup ces analyses sur l'absence de matriarcat primitif avec comment on articule division sociale, division sexuelle du travail et division sociale du travail. Quelle est la place économique de la femme à l'époque primitive et comment ça évolue par la suite? Est-ce que vous connaissez un truc qui m'intéresse beaucoup dans une perspective marxiste, d'avoir des travaux qui mettent en lien l'évolution de la division sociale du travail avec l'évolution de la division sexuelle du travail? Et je me demandais, est-ce que vous connaissez des choses là-dessus? Est-ce que vous avez une petite vision de comment ça évolue? Si on prend les modes de production classiques, style mode de production primitif, esclavagiste, féodalisme, capitalisme, et on verra un peu le futur. Mais c'est plus une ouverture, c'est pas vraiment une question précise. Combien vous aurez une réponse pareille? C'est vrai, ça me va. Question vague, réponse vague. Réponse, ça dépend. Je vais essayer de pas. Et je vais noter ça comme ça. Mode de production. Je ne sais pas si c'est vraiment la question. Bon, je ne sais pas. Est-ce qu'on m'entend là? C'est bon, je ne me rappelle plus si j'ai coupé ou pas mon. Non, je n'ai pas coupé mon truc. Écoutez, je vais essayer de répondre à peu près dans l'ordre. Alors, il y a trois questions d'archéologie. On peut peut-être déjà faire ça. Encore une fois, il y a une tendance. Alors, j'ai dit que c'était pour vendre des livres. En tous les cas, ça fait vendre et en tous les cas, ça plaît. Voilà, c'est ça que je voulais dire en fait dans le fond. C'est-à-dire que si aujourd'hui vous dites jadis les femmes étaient puissantes et machin, etc., bingo, vous êtes sûr d'avoir des gens à qui ça va plaire et qui auront envie d'y croire. Voilà, c'est ça le truc. Alors, ça ne veut pas dire que c'est faux, mais ça veut dire que
avant de dire que c'est vrai, regardons de plus près si on trouve que c'est vrai parce qu'il y a de bonnes raisons de croire que c'est vrai, ou si on trouve que c'est vrai parce que c'est vraiment une idée qui est plaisante. C'est comme l'existence du paradis, si vous voyez. Hein. Voilà. Alors là, c'est le paradis perdu, mais enfin, c'est... Alors, sur les outils, en archéo, il est assez difficile de conclure au maniement des outils par un sexe ou par un autre, pour une simple raison, c'est que ça laisse quand même pas beaucoup de traces. Alors, on raisonne de manière indirecte. Qui dit indirect, alors j'allais dire encore plus indirect. Donc, ce n'est pas les traces que les humains laissent sur les outils, c'est souvent l'inverse. On va raisonner à partir de les traces que les outils ont laissées sur les humains. Donc, on va trouver chez les femmes, par exemple, du néolithique, des formes de musculation ou d'usure des os qui correspondent bien au fait de faire de la mouture. Hein. Il y a un article qu'a fait Flores il n'y a pas longtemps en disant « les femmes du néolithique, elles étaient plus balèzes que les meilleurs athlètes d'aviron, etc. » Ben oui, parce que toute la journée... Alors, ce qui est vrai, ça ne veut pas dire qu'elles étaient plus balèzes que les hommes du néolithique. Hein. C'est là où il faut se méfier de ce qu'on nous vend. Hein. Voilà. Ça va être des fois les outils, est-ce qu'on les retrouve de manière sexuée dans les tombes ? Grand classique, dans les tombes de mecs, vous retrouvez des épées, des haches, des herminettes, trucs comme ça. Et dans les tombes de femmes, vous trouvez des aiguilles, des alènes, des trucs comme ça. Bon, voilà, alors, déjà rien que là, en réalité, ça coince des fois un petit peu parce que des fois, on retrouve dans des tombes des trucs un peu bizarres et on ne sait pas si, après tout, on met dans la tombe quelque chose parce que c'était ce dont la personne se servait de son vivant, ou si parce qu'on attache une valeur symbolique, la société attache on ne sait quelle valeur symbolique à on ne sait quel objet, et que c'est un truc de famille, et que, bon, voilà, enfin, là, après, les archéologues, c'est... Disons que, d'une manière générale, chaque fois que l'archéo nous montre des choses qui sont raccords avec ce qu'on a vu en ethno dans la plupart des peuples comparables, on se dit quand même que l'explication la plus économique, c'est de se dire que les mêmes causes ont produit les mêmes effets. Hein. Et quand Anne Augereau, étudiant les femmes au néolithique européen, trouve une répartition du travail, etc., et des répartitions d'outils dans les tombes qui sont raccords avec ce qu'on a vu dans la quasi-totalité des sociétés néolithique contemporaine, on se dit qu'on a bon, quoi. Voilà. Après, encore une fois, il y a des fois des trucs bizarres. Alors justement, les chasseuses du Pérou. Alors ça, c'est le truc qui a défrayé la chronique et sur lequel, évidemment, tout le monde a sauté à qui mieux mieux en disant « Vous avez vu ?» En plus, comment dire, on nous vend quand même tous les 4 matins le truc qui bouleverse la science. Hein. Je sais pas, vous avez peut-être vu passer le dernier bouquin de Greber et Wengrow. Plus jamais vous verrez l'histoire comme avant. On vous a menti, on n'avait rien vu. Nous, on va vous apporter la révélation. Enfin, quand même, bon, je sais pas, quand on fait de la science, quand ça commence comme ça, comment dire, voilà. Alors, pour en revenir à la chasseuse péruvienne, l'étude, elle est à 2 étages. Premier étage, il trouve au Pérou, alors je ne sais plus à quelle époque ça correspond, je crois que c'est du moins 2000 ou moins, je ne sais plus exactement, voilà. À une époque où en tous les cas il n'y a pas encore l'agriculture, il trouve une tombe avec un squelette dans lequel il y a des outils qui sont des outils d'armes de chasse. Le squelette est sexé avec une méthode archéologique un peu moderne, et de l'aveu même des auteurs, il donne le sexe à 82%. Alors, il faut savoir que 82% pour sexer un cadavre, ça paraît bien. Comme ça, on se dit, oh, c'est raisonnable. Mais au pif, c'est 50%. Hein. Et dans toute étude d'archéo normale, on considère que la sexation est sûre à 95%. Donc, si le mec était prudent, il dirait, on a trouvé un squelette probablement féminin, dans lequel il y avait des outils de chasse, etc. Et on se tient là. Mais comme on est dans un monde où il faut faire un peu le buzz, on a une femme chasseuse. Bon, déjà là, ça glisse un peu. Mais alors, le pire, bon, après qu'on ait une femme chasseuse, après tout, pourquoi pas, et ça rejoint peut-être la question sur les genres, etc. Oui, on a vu quelques sociétés où il y avait comme ça des glissements de division sexuée du travail, soit collectifs, c'est très rare, mais éventuellement individuels, et où... bon, alors, en tous les cas, l'étude continue en disant on va faire une base de données avec les cadavres déjà identifiés
dans les fouilles précédentes du paléolithique américain, et on va voir association, objet de chasse. Je détaille un peu, mais c'est quand même important pour voir justement comment on se fait avoir. Où il y a objet de chasse et sexe du cadavre. Ils font leur base de données et ils concluent triomphalement 30% ou 40% des chasseurs étaient des chasseuses dans toute l'Amérique. Voilà. On ne vous dit pas qu'il n'y a que les femmes qui chassaient, mais on dit quand même qu'un gros tiers, c'était... Après, vous regardez la base de données. Donc, les 30% sont calculés sur 27 cadavres. Déjà, c'est 1% sur 27. Et sur les 27, il y en a 4 où ils considèrent que l'association entre le sexage et la présence des objets, parce que quand vous retrouvez des trucs qui ont 5000 ans, ce n'est pas parce que vous retrouvez un objet là où il y a le cadavre que ça veut dire qu'il a été enterré avec. Vous comprenez, tout ça, ça bouge, c'est remué, etc. Bon. Eux, ils considèrent qu'il y a une certitude sur l'association entre objet et sexe du cadavre dans 4 cas. Dans les 4 cas, il y a la fameuse chasseuse sexée à 82%. C'est-à-dire que normalement, elle ne devrait pas y être. Et dans les 3 autres cas, il y a 2 enfants. Vous vous dites, moi je veux bien qu'on retrouve des armes de chasse dans une tombe d'un gamin de 5 ans, mais enfin, de là à ce que ça prouve que c'était un grand chasseur, il faut quand même... Voilà. Et en réalité, vous comprenez comment cette étude, elle est pleine de points d'interrogation, etc. Alors, attention, je ne suis pas en train de dire qu'il n'y avait pas de femmes chasseuses en Amérique. Et je pense qu'il y a certains indices qui montrent que ce n'est pas impossible qu'il y en ait. Il y a un cimetière américain en Amérique du Nord qui s'appelle Indian Knoll, où on a retrouvé des trucs effectivement associés à des tombes de femmes qui sont normalement des pièces de propulseurs. On n'en est pas complètement sûr, mais voilà. Et on ne sait pas très bien expliquer ça. Voilà. Mais la prudence scientifique voudrait qu'on dise, bah voilà, on est peut-être devant un truc qui est un peu bizarre du point de vue de ce qu'on a vu ailleurs, mais peut-être. Alors d'ailleurs, dans le petit bouquin que j'ai annoncé, il y a un chapitre rédigé par un collègue américain sur toutes ces histoires de femmes chasseuses aux Amériques, sur le buzz que ça fait. Mais à tous les coups, on gagne. Il y a eu récemment une femme viking, une tombe viking en armure et en armes, resexée comme homme. Ça a fait un buzz absolument terrible dans le monde entier. Il faut savoir que dans les sources historiques, il n'y a pas de femmes guerrières chez les Vikings. Donc, avant de dire il y avait des guerrières chez les Vikings, l'archéologie le prouve, comprenez, le truc, c'est de dire bon, on en a une. Enfin, plus exactement, on a une tombe de femme enterrée avec des armes. Peut-être que c'était une guerrière, peut-être pas. Et en tous les cas, de là à déduire que chez les Vikings, il y avait, comment elle s'appelle, celle de Netflix, la blonde qui casse la gueule à tout le monde. Enfin, voilà, bon, voilà, machin. Bon, ben oui, mais tout ça, c'est des effets de mode aussi. Bon. Alors, c'est un peu pareil sur les autres genres dans les sociétés. Alors, évidemment, je n'en ai pas parlé. Oui, un certain nombre de sociétés jouent avec la division genrée pour la complexifier d'une manière ou d'une autre. Donc, ça va donner... alors, le coup classique, c'est chez les Inuits. Quand vous avez un gros déficit en hommes, il y a des groupes où on élève certaines filles comme des hommes. Mais si je ne me gourre pas, d'ailleurs, à un moment donné, elles redeviennent quand même des filles. Enfin, il y a des trucs comme ça. On va jouer comme ça. Il y a des sociétés où on accepte l'idée qu'il y ait des gens qui sont troisième sexe ou quatrième sexe, etc. Donc oui, ça existe. Oui, ce sont des raffinements, des complexifications, tout ce qu'on veut du jeu. Disons que sur l'échiquier, je n'ai pas juste des cases noires et des cases blanches et des pions noirs et des pions blancs. Enfin, je dis une connerie parce que ou des fous noirs et des fous blancs, enfin la pièce qui ne quitte pas sa couleur. Bon voilà, donc on fait un jeu un peu plus complexe. Mais ce qui me semble, alors d'abord, je pense qu'il y a une attention, comment dire, que l'attention et le focus qui est mis là-dessus aujourd'hui dit finalement plus de choses sur les préoccupations actuelles que sur les sociétés en question. C'est pas pour dire que ça n'existe pas, mais ce sont des trucs qui ne remettent pas en cause l'existence d'un échiquier et de la couleur des pions. C'est-à-dire, tu dis, dans mon échiquier, je vais éventuellement avoir des cases joker, ou je vais avoir des pions de joker, ou je vais avoir un truc comme ça, mais j'ai quand même un échiquier et j'ai quand même la division sexuelle du cérémonie pour les mecs et pour les femmes, etc. Voilà. Donc, ça complexifie le truc, ça n'abolit, me semble-t-il pas. Désolé, il me reste encore de moins en moins de mots. Alors, les sépultures, Marilène, tout ça. Bon, moi,
Marie-Hélène Patomatis, je ne suis pas d'accord avec ce qu'elle dit, je ne suis pas d'accord avec ce qu'elle écrit, et je pense qu'elle fait tout un tas de raisonnements. Dans son dernier bouquin, elle écrit « Il n'existe aucune preuve archéologique de la domination masculine au Paléolithique ». Elle a parfaitement raison. Il n'existe aucune preuve archéologique de la domination masculine au Paléolithique. Et la réponse, c'est « Et alors ?» Ça devrait être quoi la preuve archéologique de la domination masculine au Paléolithique? C'est là où c'est une question intéressante. Qu'est-ce qu'on est censé retrouver qui prouverait la domination des hommes et qu'on ne retrouve pas? Moi, je n'ai pas la moindre idée voilà. Et dire, vu qu'on enterre les hommes et les femmes de la même façon, alors d'abord, pour commencer, on ne les enterre pas. Ça va commencer par là. Vous comprenez bien, on retrouve enterrés moins de 1%, moins de 1 pour 1000, moins de 1 pour 10 000, je ne sais pas, des gens. Donc déjà, les gens qu'on trouve enterrés, c'est une super sélection. Qu'est-ce qu'on sait de ce qui se passait par ailleurs? Qu'est-ce qu'on sait de pourquoi ceux-là, on les enterre, les autres? Que dalle. Voilà. En plus, dès qu'on se met à avoir dès qu'on a du néolithique, c'est-à-dire que dès que justement les gens vivent dans les villages et qu'on les enterre, etc., on voit apparaître des différenciations, genre les mecs, on les enterre sur le côté gauche, les femmes sur le côté droit, les mecs avec tel matériel, les femmes avec tel autre matériel, etc. Ça veut dire forcément inégalité, mais en tous les cas, ça montre, on matérialise le clivage dans la tombe. Donc voilà, je pense que, vous savez, dans la société actuelle, un archéologue qui fouillerait nos cimetières, est-ce qu'il verrait beaucoup les différences de classe entre les gens dans un cimetière français contemporain? Bon, d'accord, il y a des tombes un peu mieux que d'autres. Enfin, vous voyez bien que nous, les tombes, on s'en fout. Enfin, dire, c'est sans commune la différenciation dans les tombes. D'abord, on met plus d'objets dans les tombes. Donc déjà, ensuite, vous étudieriez les squelettes, vous diriez, bon, il y en a peut-être qui ils ont vécu un peu plus vieux que les autres. Voilà, enfin, c'est bon, voilà. Mais comment voulez-vous vous faire une idée des inégalités sous le capitalisme en regardant les tombes des cimetières contemporains? Voilà. Et comprenez bien que les différentes sociétés investissent dans le funéraire de manière très, très variée. Donc, il y en a où, effectivement, on fait du funéraire hyper bling-bling pour les riches. Donc là, quand vous êtes archéologue et que vous repassez, vous dites « Oula, celui-là, c'était pas n'importe qui ». Mais il y a des sociétés où, bien que le mec ait vécu, ou la femme ait vécu durant sa vie comme un nabab et avec des privilèges sociaux considérables, ça ne se voit pas dans la tombe. Et puis, des fois, il n'y a pas de tombe, on les crame, et puis voilà, et puis ça se voit encore moins. Alors, aujourd'hui, l'idéologie, etc. Bon, alors là, vaste question sur le matérialisme. Que tout ça passe par les idées, par l'idéologie, j'en suis absolument convaincu. D'accord, évidemment, nous sommes des êtres sociaux, culturels, nous discutons, nous pensons, nous agissons. Voilà, donc que l'idéologie joue un rôle là-dedans, c'est absolument évident. Ma question est, pourquoi l'idéologie de l'égalité des sexes est née il y a 4 siècles et pourquoi elle s'est développée depuis? Voilà. Et pourquoi pas il y a 10 000 ans, et pourquoi pas il y a 2000 ans, et pourquoi pas dans une autre société? Et c'est là où après, on retombe sur si je suis idéaliste, je pense que voilà, les idées ont leur vie propre et que j'oserais dire, c'est la vieille discussion entre Max Weber, l'esprit du capitalisme et le capitalisme, quoi, la poule et l'œuf. Moi, je suis du côté, alors je pense qu'il faut dire de la poule ou de l'œuf, enfin, en tous les cas, voilà, je pense que les idées ne tombent pas du ciel et que non seulement elles ne tombent pas du ciel, mais que non seulement il faut des conditions pour qu'elles naissent, mais je dirais il faut encore plus des conditions pour qu'elles se répandent, qu'elles aient du succès, qu'elles trouvent une accroche, qu'elles deviennent quelque chose qui va de soi, etc. Et que malgré tout, cette idée de l'égalité entre hommes et femmes et de la nécessaire indifférence de la société vis-à-vis du genre s'explique par des conditions réelles qui la rendent pensable et souhaitable et tout ce qu'on veut aux yeux de plein de gens. Voilà. Et que, encore une fois, quand on prend du recul, on ne peut qu'être frappé du fait que cette idée n'a jamais existé ailleurs. Et que quand même, il y a au moins une coïncidence extraordinaire avec la naissance du capitalisme. Voilà. Et ceci, j'en dirais même plus, bien que le capitalisme, au départ, soit affreusement machiste. C'est-à-dire que les premiers siècles du capitalisme sont au contraire Code Napoléon, etc. Et donc, il y a bien quelque chose de contradictoire dans cette affaire-là qui fait que, bien que le capitalisme
rentre sur la scène mondiale plutôt comme un système très oppressif vis-à-vis des femmes, quelque part, il y a un truc qui lui tord le bras et qui fait que petit à petit, il en vient. Alors maintenant, c'est très business friendly, tout ce que vous voulez. Hein. Ce n'est pas du tout anticapitaliste, l'égalité des sexes. Hein, ça marche très bien. Voilà, bon. Alors, ça nous amène à l'autre question. Est-ce que l'égalité des sexes, c'est réalisable sous le capitalisme ou est-ce qu'une autre société sera aussi macho que celle-là? Alors, est-ce que l'égalité des sexes est réalisable sous le capitalisme? C'est une question qui occupe encore beaucoup les marxistes féministes, hein, enfin, toute variété confondue. Il y a des gens qui pensent que c'est incompatible, c'est un peu comme le racisme hein, d'ailleurs, c'est les mêmes discussions, hein, que c'est incompatible à un fondamental niveau théorique, c'est-à-dire que la relation capital-salariat ne pourrait pas s'accommoder de l'égalité des sexes. Il faut du travail domestique, il faut que ce soit les femmes qui le fassent, etc. Je ne suis pas du tout convaincu par ça. Je pense que le capitalisme n'a pas de sexe, enfin que le rapport d'exploitation n'a pas de sexe. Est-ce qu'il faut du travail domestique? Des fois oui, des fois non. Ça dépend aussi de la mécanisation et de la marchandisation de plein de choses. Et est-ce qu'il faut que ce soit les femmes qui le fassent? Pas forcément. Je pense que le capitalisme pourrait s'accommoder de tout un tas de configurations sexuées sans aucun problème. Après, le truc, c'est qu'à un autre niveau d'abstraction, ce système ne vit pas dans les sphères éthérées de la théorie, etc. Il vit dans un environnement historique, et en particulier un environnement historique qui produit de la merde, excusez-moi, mais enfin, je ne vois pas tellement comment le dire mieux. Et des fois, ça s'évacue par les tuyaux d'évacuation, mais on a une période où les égouts refoulent. Vous voyez, donc on va ressortir tout un tas de trucs. Les plus jamais ça d'avant deviennent, mais ça va-t-il pas gagner les élections, quoi. Donc, ce qui est sûr, c'est que la marche même de la société capitaliste, si vous voulez, produit un terreau. C'est très contradictoire cette affaire-là. En même temps, le capitalisme, par bien des côtés, promeut l'égalité des sexes, et en même temps, il alimente les pires conneries, les pires trucs réacs, les pires mouvements qui peuvent, trouver dans le retour où c'était mieux avant, etc. Donc, y compris sur le plan des mœurs, des mouvements dont on pouvait penser qu'ils avaient disparu et puis qui sont en train de revenir au triple galop. Voilà. Quant à la société de l'avenir, écoutez, j'ai la faiblesse de penser qu'elle mettra l'oppression des sexes et la division sexuée du travail qui va avec au musée, en même temps que tout un tas d'autres abominations et calamités qui nous affligent. Et les quelques tentatives qu'il y a eu de changer l'ordre social capitaliste dans les décennies ou les siècles précédents me confortent plutôt dans cette idée-là. La Russie d'octobre 17 a été celle qui a eu d'emblée la législation la plus avancée sur le plan, pas seulement la législation, il y avait une femme ministre, enfin il n'y avait pas seulement le droit de vote des femmes, il y avait une femme ministre, il y avait tout ce qu'on veut, puis c'était bref. Donc je suis assez confiant dans l'avenir, à condition que l'avenir veuille bien être celui-là. Et c'est là où en ce moment ça pue un peu de la gueule. Mais bon, que voulez-vous? Après, il y a ce qu'il y a et il y a ce qu'il faudrait, quoi. Voilà. Alors, qu'est-ce qui reste du matérialisme historique? Je dirais tout. Il reste sa méthode. Il reste le principe d'essayer d'expliquer au maximum de ce qui est explicable les faits sociaux, non pas par les idées des gens, mais par fondamentalement les structures, la réalité dans laquelle ils vivent. Non pas que les idées n'existent pas, mais encore une fois, parce qu'elles sont subordonnées quelque part à ces réalités. Après, oui, il y a des théories datées du matérialisme historique, mais après tout, si vous prenez n'importe quelle science, qu'est-ce qui reste de la physique une fois qu'on a montré que Newton, il y avait des trucs où sa théorie déconnait? Il reste la physique qui avance. Hein. Et donc, Marx, Engels, à leur époque, ils ont fait un certain nombre d'hypothèses, d'ailleurs qu'ils n'ont pas arrêté de reconsidérer, hein, parce que quand on prend les écrits de Marx,
des modes de production. Alors là, vas-y, le mode de production germanique, le mode de production slavonique, le mode de production ceci, le mode de production cela. Il n'en parle plus, il reparle d'un autre, etc. Parce qu'il savait bien qu'il était devant un chantier colossal. Voilà, donc il se trouve qu'à un moment donné, j'allais presque dire par un coup de pas de bol, le marxisme a figé un peu dans le marbre un état de la connaissance qui était celui de son époque, etc. Qu'ensuite, plein de gens se sont accrochés à ça, même quand les découvertes montraient que ça collait plus. Des conclusions qui étaient, encore une fois, des conclusions tout à fait raisonnables sur la base du matériel sur lequel elles avaient été édifiées, mais il reste tout du matérialisme historique et pas grand-chose de ce que racontait Engels sur ce point précis. Voilà. Testard et le marxisme. Testard s'est dit marxiste au début de sa carrière, un marxisme althusserien. Donc déjà, moi, si vous voulez, j'y touche déjà qu'avec un grand bâton à ce truc-là. Hein, mais voilà. Et à un moment donné, il a dit qu'il n'était plus marxiste. Je pense en réalité, c'est un peu taquin ce que je dis, mais bon, moi, je suis un immense respect pour l'œuvre de Testard. Hein, donc voilà. Je pense qu'en réalité, il n'a jamais été vraiment marxiste et qu'à un moment donné, il a mis l'étiquette qu'il fallait sur ce qu'il disait, plutôt que de mettre une étiquette qui ne convenait pas. Alors, je pense qu'en même temps, Testard, c'est grandiose. Enfin, je veux dire que c'est un mec qui essaye d'abord d'être rigoureux, de forger des concepts précis, de faire des classifications, de faire des choses d'un comparatisme extrêmement large pour penser les sociétés, à la fois les points communs, les diversités, etc. Et que d'ailleurs, par bien des côtés, le marxisme ne l'a jamais fait, même sur les sociétés de classe. Vous comprenez, le concept de mode de production de Marx, c'est un concept génial, hein, mais bon, voilà, ok, le mode de production capitaliste, super, ça tout le monde voit à peu près ce que c'est. Mode de production féodal, c'est quoi ? Alors, si je le définis un peu précisément, c'est ce qu'il y a dans certaines régions de la France entre 950 et 1030. Et est-ce que je le retrouve à beaucoup d'endroits ailleurs ? Ouais. Et du coup, ce que je retrouve à plein d'endroits ailleurs, c'est quoi ? Voilà. Après, on a vu passer le mode de production asiatique, dont on sait aujourd'hui qu'il grince par plein d'aspects, etc. Et en réalité, je pense que Marx, il a esquissé un programme de recherche, pas que ça foute non plus, hein. Enfin, il avait déjà fait une œuvre considérable, mais que même cette affaire de mode de production, c'est-à-dire on va dire autrement, classifier les sociétés de classe en prenant le critère de comment on exploite les gens. Moi, je trouve que je suis convaincu que l'idée est la bonne, enfin que la piste est la bonne. Ça n'a jamais été fait. Ça n'a jamais été fait sérieusement. Je veux dire, on n'a pas aujourd'hui un tableau de Mendeleïev ou une, je sais pas comment, en biologie, merde, un arbre. Voilà. Après, est-ce que ça doit être un tableau, un réseau, un arbre, etc. C'est sûrement très compliqué à faire. Sinon, on y serait arrivé depuis longtemps. Mais on n'a même pas ça pour les sociétés de classe. Et pour les sociétés sans classe, encore moins, parce que c'est encore plus compliqué. Alors, Testard a eu l'immense mérite de s'atteler à ça, d'écrire sur plein de trucs, des fois trop vite, parce que quand vous voulez écrire sur plein de trucs, ça dépasse les capacités de boulot d'un seul homme, fut-il Testard, qui était vraiment un monstre de boulot. Enfin, quand vous voyez tout ce qu'il a écrit sur plein de sujets, c'est bon, voilà. Après, encore une fois, lui, il n'est pas complètement enfin, il a une espèce de relation ambiguë avec le matérialisme. Donc, selon comment vous le lisez, des fois, vous comprenez que c'est les conceptions et les cultures et les idées qui ont fait les sociétés. Et des fois, vous comprenez plutôt l'inverse. Enfin, il évite généralement de se mouiller là-dessus. Et donc, l'idée fondamentale de Marx, que derrière tout ça, le moteur, c'est la montée en puissance de l'économie, on ne la trouve pas trop chez Testard. Mais je pense que 90% ou 95% ou 99% de l'œuvre de Testard est bonne à penser et que tout bon marxiste qui a que ça à faire aujourd'hui doit s'ingurgiter ça. Enfin, c'est de loin celui qui a le plus de choses à nous apprendre, même si, encore du boulot, hein, même que ça. Est-ce que j'ai répondu à tout ? Ah, les femmes, le marché du travail, etc. Je dirais bien, c'est après... Comment dire, l'égalité moderne des sexes, évidemment qu'elle s'est effectuée, quand on descend à un niveau concret, au travers de plein de, j'allais dire, de péripéties. C'est pas
pas phénoménal. Et le mouvement de libération des femmes, et je sais pas moi, et le Parti communiste de 1920 qui présente des femmes aux élections alors qu'elles n'ont pas le droit de vote. Et bah, vous comprenez, après, il y a plein de trucs comme ça, plein de circonstances. Ce que je veux juste dire, c'est que, attention quand même, l'entrée des femmes dans le marché du travail, elles y étaient déjà. Enfin, comprenez bien, et les femmes ont toujours bossé. On a aujourd'hui, des fois, des gens qui se disent ou pensent féministes ont une tendance comment dire, à réécrire l'histoire même des femmes. Genre, les femmes avant, elles étaient à la maison et américaine dans les milieux un peu friqués dans les années 50, oui, c'était ça, ou l'aristocrate victorienne, ou ce que vous voulez, mais la plupart des femmes, la plupart des milieux populaires, elles ont toujours bossé en plus de la maison. Enfin, voilà. Après, c'est vrai que au travers d'épisodes tels que la guerre de 14, etc., les femmes sont rentrées sur le marché du travail. Mais en soi, ça ne leur a pas apporté l'égalité, hein. Ça leur a apporté ni le droit de vote, ni même l'égalité des salaires. Il a fallu ensuite se bagarrer, mais c'est des points d'appui. Alors, c'est des points d'appui qui donnent des points d'appui, qui donnent des points d'appui. Et quand même, en Angleterre, la grève à Fort Dagenham, We Want Sex Equality, etc., c'est les années 60. Hein. C'est pas la guerre de 14 ou la guerre de 100 ans. Quoi. Tout ça est assez récent. Et encore en France, c'est tout ce que il y a une égalité salariale théorique qui a bien du mal à devenir une égalité salariale pratique. Quoi. Voilà. Donc, évidemment qu'il y a que dans le détail, je vous ai mis un truc, comment dire, j'ai mis la colonne vertébrale, ce qui me semblait être la colonne vertébrale du truc. Quand on veut mettre de la chair autour de tout ça pour que ça ressemble à une vraie histoire, bah évidemment, ça s'est fait au travers de 1000 épisodes. Mais encore une fois, sur le fond, si on n'avait pas été dans une société... Chez les Indiens d'Amérique, bah oui, des fois, les femmes, elles prenaient les armes et elles se battaient quand le village était menacé d'être rasé. Ben, ça ne changeait pas leurs conditions. Hein. C'est-à-dire, une fois la guerre finie, les choses recommençaient comme avant. Et alors, vous comprenez, quand on dit chez nous, la guerre a accéléré, etc., ben oui, la guerre a accéléré parce qu'il se passait aussi autre chose en dessous. C'est ça le truc. Bon, bah, écoutez, je crois que... Je ne sais pas si j'ai épuisé l'ordre du jour, mon auditoire, les deux, ou voilà. Mais... Non, on a épuisé le temps. Surtout. On a épuisé le temps, bon, d'accord. Ok, j'ai compris. Il ne fallait pas l'inviter. Fallait pas l'inviter. Merci beaucoup. Et puis, pour ceux qui sont encore en ligne, ce fut un plaisir. Sur nos salles, c'est moi qui présente au prochain séminaire la semaine prochaine. Le bouquin qu'on fait avec son... Cool. Et tu me diras si tu veux pour l'enregistrement, si tu veux qu'on coupe après la présentation, ou si tu veux laisser tous les passages au spectacle. Moi,